Mais pour commencer et pour revenir sur toute cette affaire, que ce soit l'affaire de l'influence ou de l'ingérence française dénoncée par Pavel Durov ou que ce soit les élections, nous sommes avec Thierry Mariani. Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Thierry Mariani, vous êtes député au Parlement européen, président de la droite populaire, ancien ministre évidemment. Et puis, je le rappelle tout de suite parce que ça va nous intéresser pour notre discussion, vous avez été 42 ans aux Républicains et ancien même vice-président des Républicains. Ça, ce sera pour revenir sur évidemment aussi un autre événement de ce week-end, c'est l'élection des LR, du président des LR, Bruno Retailleau. On y revient dans quelques instants, mais si vous voulez bien, revenons sur cette soirée exceptionnelle hier, puisque vous aussi vous étiez sur place. Nous avons pu vous interviewer hier. Et puis d'ailleurs, je rappelle à tous que vous pouvez retrouver ces interviews en direct sur Toxin Plus. Thierry Mariani, comment avez-vous suivi cette soirée incroyable hier, où pendant un temps, ceux qui étaient dans le bureau de Georges Simion ont cru qu'il avait été élu, et puis finalement, il y a eu un renversement de situation avec une diaspora qui n'a pas voté comme c'était attendu et qui a donné finalement la victoire à son adversaire, c'est-à-dire Nicolas Orban. Vous savez, la vie politique, c'est toujours particulier et tout bascule en général un dimanche vers 20h. Non, mais je le dis parce que c'est la comparaison que je fais quand des fois je fais des passages dans les écoles. Si vous êtes par exemple un commercial dans une grande société et que votre objectif c'est de vendre 100 000 stylos, là, puisque j'ai un stylo Toxin, oui. Et que vous en vendez 99 000, oui. Vous n'avez pas rempli vos objectifs. Mais ce n'est pas la catastrophe. Oui. En politique, vous êtes gagnant ou vous êtes perdant. Vous soyez perdant. Ou vous êtes perdant. Et si vous êtes perdant, vous avez tout perdu. Je veux dire, c'est-à-dire que vous vous dites tout ce travail, finalement, n'a servi à rien ou servira pour la prochaine fois. Oui. Et je pense que c'est ce qui est le cas pour Georges Simion. Hier, il était extrêmement déçu, comme nous d'ailleurs. Avec Virginie Joron, on le connaît depuis des années, on le suit depuis des années. C'est quelqu'un qui n'est pas dans notre groupe politique au Parlement européen, mais qui pourrait y être, parce qu'en réalité, on sait très bien que pour des raisons de minorité nationale, il y a on va dire, des bisbises entre les Hongrois et les Roumains, et c'est difficile d'avoir les deux dans le même groupe. Oui. Donc, une très grande déception, parce qu'effectivement, on pensait qu'il allait gagner, sincèrement. Je rappelle quand même que lui-même, qui était aussi candidat dans cette fameuse élection de décembre, qui avait été annulée, avait fait 14%. Il avait le soutien de Georgescu, qui avait été arrivé en tête. Et à la sortie, je n'ai pas encore vu les résultats définitifs, mais il est aux alentours de 45%. Alors, moi, j'ai 46,14% pour Georges Simion ce matin. Alors, c'est un peu mieux. Et Nicolas Orban, 53,86%. 46-53, quoi qu'il en soit, la victoire est nette. Ouais. D'ailleurs, Georges Simion, très sportivement, a reconnu son échec dès hier soir. Donc il n'y a pas photo, Georges Simion a perdu. Mais voilà, en décembre, il était à 14%, aujourd'hui il est à 46%. Ça prouve que le personnage a de l'avenir, ça prouve que nous, on l'a vu, je le répète, qu'il a une énergie folle. Et puis, je rajoute même qu'il progresse. Moi, je l'ai connu, il parlait à peine anglais. Maintenant, il peut faire un discours en anglais, comme vous l'avez vu. C'est donc, c'est un gars qui travaille. Voilà. Après, pourquoi on est déçu aussi? Parce qu'il représente un peu nos idées. La Roumanie a ses problèmes, la Roumanie a ses voisins qu'on n'a pas, mais on a des points communs. Un, il est effectivement pour lutter contre une immigration débridée. Deux, il est pour que l'Union européenne ne donne pas des ordres. Voilà. Ils sont passés des ordres de Moscou, c'est pas pour arriver aux ordres de Bruxelles, la Roumanie. Et donc, pour que tout simplement, les traités laissent aux nations un certain nombre de compétences pour, j'allais dire, maintenir leur identité, défendre leur intérêt. Voilà, c'est ce qui nous rassemble le plus. Après, chaque pays a son histoire. La Roumanie est un pays qui a une histoire compliquée, comme beaucoup de pays d'Europe centrale. Donc, on est extrêmement déçus, lui encore plus que nous, vous en doutez. Ça commençait dès le début, je trouve, à sentir mauvais, puisque avec Virginie, on était derrière lui quand il a annoncé qu'il avait gagné, alors que visiblement, il n'y croyait pas trop. Mais bon, on est dans des élections et dans des pays où d'entrée, il faut surtout prendre des positions, prendre la place d'une certaine façon. Quitte après à les modifier. Attendez, pardon, je voudrais faire un petit arrêt là-dessus. Donc là, vous revenez sur le discours, le moment à 21h, voilà. Puisque chez eux, c'est plutôt 21h. En effet, on a filmé, d'ailleurs, on a cette vidéo sur Toxin Plus, encore une fois, le grand discours de Georges Simion qui commence par « Je suis président des Roumains de la Roumanie ».
Oui, parce que maintenant, je crois que tout le monde a en mémoire, notamment ce qui s'est passé à une époque à Maïdan. C'est-à-dire que si vous commencez à douter, ça laisse la place à certains autres. Et donc, de toute façon, en France, c'est un peu pareil. Chacun est persuadé d'avoir gagné et dit qu'il a gagné à J-1 minute. Et puis après, quand il a perdu, on reconnaît sa défaite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé ici, ce qui prouve, entre parenthèses, qu'il n'est absolument pas d'extrême droite. Vous savez, nos ennemis passent notre temps pour nous disqualifier à dire c'est l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Si Georges Simeone, comme nous-mêmes, étions l'extrême droite, à chaque élection, ce n'est pas des échecs qu'on aurait reconnus, c'est une marche vers, non pas vers le Capitole, mais vers je ne sais quelle institution symbolique. Ouais. Donc ça prouve que c'était un démocrate, mais c'est vrai que quand il a fait, que c'est un démocrate, que quand il a fait son fameux discours « J'ai gagné », juste après, il s'est tourné et embrassé vers ses très proches, je crois que c'était d'ailleurs sa femme, et il y avait des larmes dans les yeux, puisque nous on le voyait, il avait tourné le dos aux journalistes. Et c'était pas des larmes de joie. Voilà, on voyait que c'était vraiment dans sa tête, bon, ça va pas être facile et c'est mal barré, quoi. Voilà. Et puis malheureusement après, ça s'est confirmé. Voilà, une campagne. Donc il a perdu, il a progressé. C'est une victoire qui montre que nos idées progressent et que Georges Simeone a un avenir. Après, c'est une élection qui n'est pas exempte de critiques parce que. Ah bah oui, mais non, mais il faut qu'on y revienne. Voilà. Si vous voulez bien. Revenons au début de l'histoire. Parce que, bon, d'abord, on a une première élection qui est annulée. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est prouvé, l'ingérence russe n'avait pas lieu. Donc, cette première annulation d'élection sur ce premier tour qui a annulé Calin Georgescu, elle n'était pas fondée. Enfin, les soupçons d'ingérence étrangère n'étaient pas fondés. En tout cas, pas d'ingérence russe. En revanche, ce qui commence à vraiment, on va dire, sentir le roussi, c'est l'ingérence française. Sur cette nouvelle élection réorganisée. Alors d'abord, pas d'ingérence russe ni chinoise, puisque la fameuse campagne de TikTok qui a servi à annuler un premier tour pour des soupçons d'ingérence, c'est quand même énorme. Oui. Ça veut dire que sans aucune preuve, sans aucune enquête sérieuse, des soupçons d'ingérence, parce qu'un candidat était arrivé en tête et que ça dérange, annule un premier tour d'élection présidentielle. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on connaît la vérité, elle est établie. Mais les journaux français, comme le Quai d'Orsay, je regardais le communiqué, je ne sais plus si c'était de France Diplomatie ou d'Emmanuel Macron, continuaient à dire les ingérences d'autres pays. Aujourd'hui, la vérité, elle est simple. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas des complotistes ou je ne sais quoi, c'est la télé publique française. Oui, qui cite elle-même une enquête d'un média roumain très pro-européen, pro-mondialiste. Qui est dans, c'est pas complément d'enquête, mais c'est envoyé spécial, qui a prouvé, mais là ils ont eu le temps de faire une petite enquête, que la fameuse campagne sur TikTok, elle n'est pas financée par les Chinois, les Martiens ou je ne sais qui, elle est tout simplement financée par le premier candidat, celui qui devait gagner. Le parti centre-droit. Voilà, le parti de centre-droit, qui dans un jeu un peu, dangereux, a voulu faire monter Simeone qui était 3 ou 4 pour faire baisser le candidat qui était numéro 2. Oui. Donc en réalité... C'est comme, pardon, si permettez-moi la comparaison pour que tout le monde comprenne, c'est un peu comme si justement un membre des LR aujourd'hui faisait monter, Éric Zemmour ou je ne sais qui pour démonter le Rassemblement national. C'est un très bon exemple. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, voilà, on a annulé une élection pour rien. 2, quelle malhonnêteté des journalistes, de certains journalistes français qui continuent à répéter ça. Oui. Quelle malhonnêteté de M. Macron et des services de l'État qui continuent à répéter ça. Hier, on avait une interview du Quotidien. À chaque fois, il est là. Alors, la dernière fois, il y a eu des ingérences russes. Non, il n'y a pas eu d'ingérence russe. Monsieur du Quotidien, ou vous êtes de mauvaise foi, ou vous êtes sous-informé, mais en réalité, les médias mainstream installent une histoire qu'ils ne veulent pas même reconnaître comme fausse une fois que tout cela a été établi. Par contre, effectivement, aujourd'hui, le vrai débat, vous l'avez dit, c'est est-ce qu'il y a eu des ingérences françaises ? Oui, et là, on a 2 éléments maintenant. On a l'ambassadeur français en Roumanie, qui a eu, et ça s'est prouvé maintenant, des réunions juste avant l'annulation de ces élections. Et puis, on a désormais les dénonciations de Pavel Durov. Alors, pour ceux qui ne les ont pas suivis, je vais quand même les rappeler, parce que c'est très important. Le premier élément est tombé, donc Pavel Durov, le patron de Instagram, Telegram, je me fais corriger en coulisses, qui donne cette information hier matin.
hier matin, donc c'est il y a 13 et 14 heures maintenant. Il dit « Un gouvernement d'Europe occidentale a contacté, en mettant une petite baguette, a contacté Telegram pour nous demander de faire taire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections présidentielles d'aujourd'hui. J'ai catégoriquement refusé. Telegram ne restreindra pas les libertés des utilisateurs roumains ni ne bloquera leur chaîne politique. Il continue « Vous ne pouvez défendre la démocratie en détruisant la démocratie ou en interférant dans les élections. Vous avez soit la liberté d'expression et les élections justes, soit vous ne l'avez pas et les Roumains méritent les deux, c'est-à-dire liberté d'expression et élections justes. » Et puis alors, comme l'Élysée publie un démenti, Pavel Durov répond hier soir à 21h30 « Ce printemps », alors là il donne des éléments concrets, ça devient sérieux. Au salon des batailles de l'hôtel de Crillon, Nicolas Lerner, chef des services de renseignement français, m'a demandé d'interdire les voix conservatrices en Roumanie avant les élections. J'ai refusé. Nous n'avons pas bloqué les manifestants en Russie, en Biélorussie ou en Iran. Nous ne le ferons pas en Europe. Et petite précision avant de vous donner la parole, Thierry Mariani, Nicolas Lerner est camarade de promotion de l'ENA de Macron. Voilà. Alors, ça commence à devenir sérieux aussi. Alors, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on ne croit pas? En tout cas, l'Élysée dément. Mais quelle est votre analyse? Et puis il y a une troisième ingérence, si vous le permettrez, dont je dirais un mot, parce que celle-là pèse 500 000 voix, c'est l'ingérence d'un État voisin qui est la Moldavie. Ah oui. D'abord, je viens à ce qui se passe avec la France. On voit très bien qu'aujourd'hui, Macron, il lui reste 2 ans, il est prêt à s'occuper de tout ce qui se passe dans le monde, sauf des Français. Ouais. Sauf des Français. Est-ce que l'ambassadeur de France a réellement dit cela? J'en sais rien. Mais j'allais dire, ça me semble assez probable. Progressivement, c'est-à-dire ça date de Kouchner, on a changé le Quai d'Orsay en militant de droits de l'homme, en militant d'ONG, et par moments en faisant très clairement des ingérences dans des élections étrangères. Donc est-ce que l'ambassadeur de France a dit ça? Je le répète, j'en ai pas la preuve. Mais le problème, c'est que la deuxième étape, j'allais dire, ce que Pavel Durov a révélé rend encore plus plausible, si j'en ai des doutes, la première. Parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est le responsable du renseignement français. Puisque là, vous l'avez dit, d'abord, il donne carrément le nom, le lieu, etc. Ouais. Qui aurait rencontré, j'emploie le conditionnel, même si j'ai plus vraiment de doute, qui aurait rencontré donc Pavel Durov pour lui dire bloquer les comptes des opposants. Voilà, c'est ça qui est bloquer les comptes des opposants. Ouais. Et c'est énorme. Ouais. Et Pavel Durov répond à juste titre que lui a toujours garanti une certaine liberté, qu'il n'a pas, même s'il est russe, qu'il n'a pas bloqué les comptes des opposants russes, des opposants bélarusses ou iraniens, et donc il ne va pas commencer avec les opposants roumains. Est-ce que ce que Pavel Durov affirme est vrai? Vous savez, j'ai l'impression qu'il faut suivre la suite dans la semaine. Parce que je pense que, voyant un peu le personnage, il a dû prendre ses précautions. Et je ne serais pas surpris que, vous savez, comme c'est dans le Canard enchaîné, des fois, on fait le dossier et puis on laisse la personne mise en cause avancer et à chaque fois, on sort des nouveaux éléments. Je ne serais pas surpris qu'il y ait de nouveaux éléments ou qu'il ait mis à l'abri des preuves prouvant que cet entretien est vrai. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est qu'on le voit, c'est que Macron se mêle, comme Madame von der Leyen, des problèmes de toute l'Europe. Parce que ces gens ne respectent pas l'indépendance des nations. Voilà. Et pour M. Macron, qui se rêve maintenant, il a compris que ses jours en tant que président de la République française sont comptés. Je pense qu'il se rêverait bien en président un jour de la Commission européenne ou même d'une armée, pas d'une armée, pardon, d'une Europe ayant encore plus de pouvoir. C'est important de s'occuper de tous les États et de se faire des amis un peu partout. Voilà. On veut envoyer des troupes en Ukraine, on veut passer tous les jours, on apprend qu'il y a un nouveau traité avec la Pologne, ou par exemple la dernière fois, qui n'a même pas été ratifié, même pas discuté au Parlement français. Aujourd'hui, on apprend qu'il se mêle des élections en Roumanie, mais c'est beaucoup plus grave. Parce qu'on peut se mêler des élections en Roumanie. Au moins, soyons transparents et honnêtes. Excusez-moi, je n'ai aucune admiration pour M. Obama, mais quand Obama fait une intervention pour dire « j'appelle à voter Macron », c'est clair, c'est net, c'est avoué, c'est reconnu. Là, c'est vicieux, tordu et totalement antidémocratique. Oui. C'est-à-dire qui dit à quelqu'un « bloquez sur vos réseaux toute l'opposition ». Toute l'opposition. Et c'est ce monsieur qui se qualifie de démocrate
et c'est ce président qui donne des leçons à une partie de l'opposition en France. Voilà, j'espère qu'il va y avoir une commission d'enquête, je le dis très clairement, parce que là c'est un vrai scandale d'État. Oui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On va voir. Voilà, je pense qu'il y aura d'autres éléments probablement. Et si c'est vrai, est-ce que c'est une initiative d'une personne de l'État ou est-ce que c'est un ordre qui vient d'en haut? Pourquoi? Parce que quand on est capable de faire interdire les moyens d'expression à l'opposition dans un pays étranger, oui, ça veut dire qu'on fait tout pour interdire les moyens d'opposition dans son propre pays. En tout cas, ça veut dire qu'on en est capable. Bien sûr, ça veut dire qu'on en est capable, ça veut dire qu'on en est disposé, c'est-à-dire, excusez-moi, que le vrai facho, c'est celui qui interdit l'opposition. C'est pas Marine Le Pen, c'est pas Jordan Bardella, c'est celui qui fait intervenir l'État pour essayer d'interdire la liberté d'expression dans un autre pays. Voilà, c'est ça qui est beaucoup plus grave. Oui. On peut influer en donnant une opinion, mais là, interdire la liberté d'expression dans un autre pays, c'est bien plus grave. Et puis, si vous me laissez encore une minute, bien sûr. La Moldavie. Alors la Moldavie, vos auditeurs doivent se dire pourquoi. Il faut savoir que la Moldavie, c'est un petit État, d'ailleurs qui a une particularité, c'est qu'il a presque autant d'habitants à l'extérieur qu'à l'intérieur, puisqu'il est extrêmement pauvre, mais un petit État qui avant était une partie de la Roumanie. C'est un petit État qui a été entre guillemets créé par Staline, puisque Staline, quand la Roumanie, qui avait choisi de s'allier à l'Allemagne nazie à l'époque, a perdu la guerre, Staline a pris une partie de la Roumanie pour faire la 15e République socialiste soviétique. Cette 15e République socialiste soviétique est devenue indépendante quand l'URSS s'est effondrée en 1991 et est un État. Mais la Roumanie rêve toujours de la récupérer, puisqu'ils parlent roumain, ils sont de culture roumaine pour une grande partie, mais aussi désormais de culture russe pour une autre. Et donc, la Roumanie distribue ses passeports très largement aux Roumains. Ce qui fait dire à ceux qui connaissent la situation, la Roumanie n'est pas dans l'Union européenne, mais tous les Roumains qui le veulent sont européens. Oui. Et donc, vous avez, le nombre n'est pas très précis. La Moldavie n'est pas européenne, mais tous les Moldaves qui le veulent, puisqu'ils récupèrent le passeport sont roumain. Donc Et donc là, on a eu quoi? On a d'abord eu Madame Maria Sandu, présidente de la Moldavie, qui est allée voter aux élections roumaines. Intéressant quand même publiquement, c'est-à-dire, je ne sais pas, imaginez au hasard Monsieur Tebboune venir, ou un ministre algérien venir voter pour les élections en France. Et deuxièmement, dire très clairement à tous les Moldaves qui avaient le passeport roumain, on ne connaît pas vraiment les chiffres, certains disent 500 000, d'autres disent 700 000, donc on n'est plus dans des petits chiffres, d'aller voter pour soutenir le gouvernement roumain. Et le nouveau candidat, Nicole Jourdan, l'opposant à Georges Simion qui a gagné. Et que si on regarde l'écart, on verra l'écart définitif, mais ça pourrait représenter la moitié des voix. Voilà, après, soyons honnêtes, il serait probablement passé sans cela. Mais tout le monde trouve ça normal. S'il y a un dirigeant russe qui dit une phrase, c'est une ingérence scandaleuse. S'il y a le chef d'État voisin qui dit à ses citoyens « Allez voter pour le pays d'à côté à l'élection présidentielle », tout le monde trouve ça normal. D'ailleurs, et c'est le double standard permanent. Emmanuel Macron a eu une parole assez énigmatique, vous allez peut-être pouvoir nous aider à comprendre, lors du sommet du Forum économique Priorité Europe en Albanie, ce week-end, samedi. Il a dit « Les conséquences de l'élection en Roumanie ne sont pas innocentes pour la Moldavie et il n'aura échappé à personne que si le candidat pro-russe se positionnait, donc il parle évidemment de Georges Simion, et serait élu, les conséquences sur la Moldavie seraient extrêmement dommageables. » Donc là encore, on sent que d'abord il est contre ce candidat, maintenant perdant, Georges Simion, mais il parle de conséquences dommageables pour la Moldavie. À quoi fait-il allusion? Comme je vous l'ai dit, une partie de la Roumanie souhaite réintégrer, si je puis prendre cette expression, la Moldavie. C'était mentionné par Georges Simion, mais ça signifiait quoi? Ça signifiait que dans ce cas-là, la Moldavie aurait vu la porte de l'Union européenne bloquée. Et comme vous le savez, Madame Maria Sandu, celle qui fait les fameuses ingérences et qui appelle à voter dans le pays voisin, a fait un référendum il y a 6 mois ou 8 mois, si ma mémoire est bonne, en Moldavie pour dire est-ce que vous voulez rentrer ou non dans l'Union européenne. Référendum gagné d'extrême justesse, avec quand même là aussi une particularité. Je vous rappelle, les Moldaves de Moldavie qui ont voté ont dit non à l'Union européenne, et ce sont les Moldaves de l'étranger qui ont fait changer le résultat. Et en ayant pris soigneusement que les 300 000 Moldaves qui vivent en Russie
ne puissent quasiment pas voter. Ouais. C'est pas compliqué quand vous voulez que les gens votent pas. Ils ont diminué les bureaux de vote. Il y avait 49 bureaux de vote dans toute la Russie. Vous connaissez la superficie. Oui, on est passé à 2. Voilà. Donc, oui, ça aurait pu avoir des conséquences, soyons honnêtes, pour la Moldavie. La Moldavie qui, comme tous les pays voisins autour de l'Europe, bénéficie des largesses de Mme von der Leyen. Là aussi, pas d'ingérence, paraît-il, mais Mme von der Leyen est quand même, je vous le rappelle, allée juste avant le référendum en Moldavie, dire, selon le résultat, nous sommes prêts à donner 2 milliards à la Moldavie. 2 milliards. C'est un peu, d'ailleurs, le truc standard en ce moment. 2 milliards à la Moldavie, 2 milliards à la Syrie, 2 milliards à l'Ukraine. Je rappelle à tous vos auditeurs une chose. L'Europe ne fabrique pas l'argent. C'est nous qui payons. Non, mais... Il n'y a pas de planche à billets à Bruxelles. Il n'y a pas de planche à billets, et c'est les États qui payent des contributions. Et l'Europe est financée comment? Il faut que vous le mettiez dans votre tête. 22%, ce sont les Allemands, puisqu'ils sont le pays le plus riche. 18%, c'est la France. Oui. C'est-à-dire que France et Allemagne font 41%, en gros, quand on ajoute les décimales. Quand vous entendez qu'on donne, par exemple, 50 milliards à l'Ukraine, dites-vous que vous en payez 18%, c'est-à-dire un peu moins que 50 milliards, ça ferait à peu près 7 à 8 milliards, voilà. Si je sais compter, 7 à 8, ça ferait 7 à 8 milliards, voilà. Et donc, on va voir dans quelques années un réveil extrêmement douloureux au niveau de l'Union européenne, comme on l'a en ce moment en France. Oui. C'est-à-dire qu'on donne, et puis, en général, d'ailleurs, c'est camouflé. On dit on donne une toute petite partie, mais le reste est en prêt. Sauf qu'on sait qu'ils ne les rembourseront jamais. Oui. Donc rendez-vous pour ceux qui ont moins de 75 ans, 80 ans et qui peut-être dans 20 ans sont sûrs d'être là. Vous payerez ces fameuses dettes. Et à ce moment-là, vous aurez des dirigeants européens qui diront « Ah mon Dieu, on a découvert que voilà, on ruine l'Europe après avoir ruiné la France ». Bon, alors je voulais quand même qu'on aborde rapidement la présidence des Républicains. Victoire de Bruno Retailleau, vous, je le rappelais tout à l'heure, vous avez été vice-président des Républicains, vous avez été en tout pendant 42 ans aux Républicains. Comment vous réagissez, Thierry Mariani? Ça ne me surprend pas, c'était le grand favori. Pourquoi c'était le grand favori? Parce que Laurent Wauquiez a la réputation de tenir absolument pas ses paroles. Je veux dire, moi je vais vous citer une anecdote, je l'avais soutenu à une élection où il avait d'ailleurs pris la présidence des Républicains. Il était venu nous voir à l'époque, puisque je dirigeais avec d'autres la droite populaire, en nous disant « J'espère que vous ne me présenterez pas de candidat contre moi, etc. » Et puis dis-moi ce que tu veux, etc. Il m'avait promis quelque chose, je peux vous le dire, ça n'avait rien d'énorme, c'était de m'occuper des relations internationales. 8 mois après, il n'avait toujours pas respecté. Quand je suis dans son bureau, il met les mains derrière sa tête, il s'enfonce dans un fauteuil, il dit « Bah oui, je ne respecte pas, mais bon, on ne va pas passer notre vie là-dessus. » C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui la parole n'a aucun sens, oui. Qui est capable de trahir tous ceux qui l'ont aidé. C'est de notoriété publique que M. Wauquiez a fait carrière. Au début, il était assistant parlementaire de Jacques Barrot, commissaire européen, ancien ministre, père de l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui était un monsieur honorable, un centriste. Il avait été son assistant parlementaire. Quand celui-ci a arrêté, M. Barrot, sa carrière, il a donné le siège de député, entre guillemets, parce que la Haute-Loire, c'est un siège assez assuré pour la droite, à Laurent Wauquiez et son fils, le territoire local. La première chose qu'a fait Laurent Wauquiez, c'est de taper sur le fils de Jacques Barrot. Oui. Donc je veux dire, c'est un personnage qui n'a ni foi, ni loi, ni morale. Voilà, et ça se sait. Je pense que Retailleau, au moins à l'image d'avoir quelqu'un qui respecte à peu près sa parole, mais au-delà de ça et au-delà du personnage, oui. Ce qui compte aussi, c'est la politique. Politique. Aujourd'hui, est-ce que ça signifie encore quelque chose aujourd'hui d'être président? Je ne vois pas comment il peut rester. Alors aujourd'hui, on va avoir quand même un jeu compliqué, puisqu'il va rester au gouvernement, il l'a dit. Et il va en même temps passer son temps à taper sur une partie des ministres. Et puis bon, aujourd'hui, si vous voulez mon avis, les Républicains sont en voie d'extinction. Bah oui. Dans la vie politique, les partis disparaissent. Le Parti communiste faisait 30% à une époque, il en fait aujourd'hui, même si Fabien Roussel est sympathique, 2 ou 3%. Le Parti radical a structuré la vie sous la Troisième République, il n'existe quasiment plus. L'UDF, quand j'étais jeune, était le grand rival des gaullistes, il n'existe plus. Un peu Bayrou qui a son parti. Et donc, les Républicains sont dans cette situation, ils n'ont pas de programme, pas de leader.
Bon, certes, ils ont, ou désormais M. Retailleau qui est le président, mais comment être crédible quand on est dans le gouvernement de M. Macron? C'est la grande question. Voilà, vous savez, ils se décrivent comme l'opposition, mais ils sont tous en même temps ministres. Voilà. À Paris, par exemple, ça va être Rachida Dati qui va se présenter. Elle explique qu'elle est dans l'opposition. Elle est ministre de la Culture. Oui. Monsieur Retailleau explique qu'il faut redresser l'opposition. Il est ministre de la Justice. En fait, les seuls LR qui restent sont ministres au sein du gouvernement de Macron. Oui, oui. Et puis, LR n'a jamais pris vraiment de décision, ce qui n'a pas du tout été très clair au début. Si vous me permettez une anecdote, en 2017, je suis encore membre du bureau politique. Macron est élu. Et donc, je suis membre du bureau politique et dans les tout premiers ralliés, parce qu'il y en a qui ont rallié un peu tard Macron, exemple d'ailleurs Retailleau. Mais il y en a qui n'ont pas attendu 10 jours, qui après avoir les vidéos les plus célèbres, ce sont certainement celles de Monsieur le maire qui expliquait le vendredi que Macron était imbuvable et que le lundi devient ministre. Ce qui quand même donne une pitoyable image de la politique. Oui. Mais je vous rappelle quand même que les deux premiers à rejoindre dès le lundi Emmanuel Macron, c'est Gérald Darmanin, ancien porte-parole d'ailleurs de Sarkozy, et Monsieur le maire. Et moi, je m'ai assisté 2 jours après à ce bureau politique des Républicains où une partie disait il faut les exclure. Voilà, on ne peut pas les accepter et tout. Et puis, c'était à l'époque Christian Jacob qui présidait, disant « Ah ben non, il faut attendre, il faut leur pardonner ». Et puis, il y avait un grand discours à l'époque. On disait « Oui, mais il ne faut pas gêner Gérard ». Il ne faut pas gêner Gérard, vous comprenez, on ne va pas les exclure. Gérard, c'était qui? C'est toujours d'ailleurs Gérard Larcher. Gérard Larcher, c'est un personnage sympathique qui est président du Sénat. Pourquoi il ne faudrait pas le gêner? Parce qu'il y avait les sénatoriales en septembre. Ah oui. Et donc Gérard attendait de garder son siège, prendre la présidence et garder la présidence du Sénat. Mais attendez, on règle toute la direction d'un parti pour le président du Sénat. Oui, oui. Qui est là depuis, dans ce cas-là, je ne sais combien de mandats, lui. Depuis un certain temps, ou un temps certain. Dans ce cas-là, on vous dit c'est quand même le deuxième personnage de l'État. C'est vrai que si le président de la République n'est plus là, c'est lui qui le remplace. Mais c'est quand même un poste, avec tout le respect que j'ai pour le Sénat, qui est, dans le fonctionnement de la vie républicaine, extrêmement honorifique, mais qui a beaucoup moins de pouvoir, par exemple, que le président de l'Assemblée nationale, même si dans la hiérarchie, il est plus haut. Et donc, ça vous surprend, mais c'est comme ça. Et ça a duré 3 mois, hein, je vous rappelle, puisque pendant 3 mois, on a dit « Ah, on ne prend pas de décision, Gérard va être… » Et puis après, Gérard a été réélu. Heureusement, bravo. Et puis après, ses supporters ont dit oui, mais au Sénat, il faut quand même qu'on soit encore… voilà. Donc, on n'a jamais exclu personne. Alors, de temps en temps, il démissionnait. Et donc, ce parti, petit à petit, s'est fait, j'allais dire, effeuiller, style un striptease politique, pour se retrouver avec tous ces leaders ou personnages qui comptaient, passant progressivement de l'autre côté. L'autre jour, j'étais avec Roselyne Bachelot qui me disait à peine la parole, alors que je me souviens qu'avant, c'était les grandes embrassades, qui elle aussi a été par exemple ministre de Macron, Madame Dati qui est ministre de Macron, et on ne va pas faire toute la liste. Donc tous ces gens-là ne sont pas crédibles. Voilà. Ils sont responsables du bilan. Et surtout, en plus, le bilan, pour le moment, en matière de justice-sécurité, il est nul. Il est nul. Il n'y a jamais eu autant d'insécurité en France, il n'y a jamais eu autant de personnes, de situations dramatiques en prison. Voilà, il est nul. Alors, depuis Sarkozy, on a désormais une sorte de concours de gonflettes. Voilà. Avant, un ministère devait avoir des résultats. Moins de délinquance, des procès jugés plus vite. Voilà. Aujourd'hui, c'est à celui qui en dira le plus. Voilà. Alors, l'un, il dit on va déporter les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce qui est entre parenthèses, je rappelle quand même qu'il y a des Français, ce n'est pas une poubelle, Saint-Pierre-et-Miquelon. L'autre disant une proposition encore plus incroyable. Voilà, c'est le concours de gonflettes. Les places XXL, places net XXL. Oui, mais ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Après Saint-Pierre-et-Miquelon, je ne sais pas ce que ça va être, les Kerguelen ou l'île Mars, ou sur Mars. Mais bon, en réalité, tous ces personnages, surtout en matière de sécurité, je crois qu'ont surtout acheté un dictionnaire des superlatifs, mais en réalité n'ont pas de résultats. Or, Retailleau, comme d'ailleurs Darmanin avait dit, si on n'a pas de résultats, si on n'a pas les mains libres, on démissionnera. Et évidemment, la gamelle est bonne. Oui, et puis surtout, le poste est bon. Vous savez, la gamelle financière n'est pas si bonne que ce qu'on croit. Je sais que vos auditeurs le pensent
sont pas d'accord avec moi probablement. C'est sûr qu'un ministre est bien mieux payé qu'un smicard, mais il gagne le salaire d'un cadre de banque. Oui, tout à fait. Et ça n'a rien d'extraordinaire. Mais il y a les instruments du pouvoir. Soyons honnêtes, les instruments du pouvoir qui comptent, ça donne des moyens logistiques, etc. Voilà. En tout cas, le meilleur exemple, c'est sur l'Algérie. Souvenez-vous, là aussi, les deux ont fait un concours pour être le plus ferme, le plus dur vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis du président Tebboune. Ils ont même menacé de démissionner. Menacés, vous vous rendez compte? Mais ils sont toujours là. Ouais. Ils ont été désavoués par Macron, on est passé à autre chose. Le problème de la politique aujourd'hui, c'est qu'on passe... les déclarations du lundi sont oubliées le mercredi et qu'en général, il y a un autre sujet et chacun ou beaucoup comptent là-dessus pour dire n'importe quoi. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Thierry Mariani pour ce rappel dans l'histoire. Et puis aussi, rappelons-le encore une fois, hein, c'est Georges Simion, donc le candidat aux élections roumaines a perdu. Mais rappelons et n'oublions pas qu'il y a eu une fake news, en tout cas une annulation des premières élections. Et ça, vraiment, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas sur un système standard et démocratique. Oui, un dernier mot. Et Clémence, je voudrais finir par une bonne nouvelle. Oui. On a gagné au Portugal quand même. On va en parler dans quelques instants. Vous le direz avec Virginie, mais au Portugal, on arrive second. Voilà. On pleure en Roumanie, on sourit au Portugal. Merci beaucoup Thierry Mariani. Merci. Je rappelle que vous êtes député européen au Parlement européen, évidemment, président de la droite populaire, ancien ministre, et donc vous l'avez rappelé, ancien vice-président des Républicains. Merci encore. Merci beaucoup. Thierry Mariani. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine, sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.